Il existe des endroits au Mexique où le soleil n'illumine pas. Il ne fait qu'exposer. Exposer la poussière, les fissures, les promesses non tenues. San Luis Potosí est l'un de ces endroits. Une terre de désert qui semble infinie, où les secrets ont des racines plus profondes que les plus vieux cactus. Mais l'histoire d'aujourd'hui n'est pas enfouie sous le sable. Elle ne se cache pas dans le passé lointain de la nation. Ce secret respire. Il vit aujourd'hui. Dans une maison d'un quartier oublié, il porte un nom respecté. Garcia. L'horreur dont je vais vous parler n'est pas née d'un monstre solitaire. Elle est née d'une idée. Une idée venimeuse chuchotée de père en fils. Une tradition. Un héritage de douleur qui a marqué 4 générations. Si vous faites partie de ceux qui pensent bien qu'il vaut mieux ne pas déterrer certaines vérités, c'est le moment de partir. Éteignez votre écran. Retournez dans le confort de l'ignorance. Mais si vous pensez que la lumière, aussi douloureuse soit-elle, est la seule voie, si vous avez le courage de regarder l'abîme en face, alors restez. Abonnez-vous. Car ce soir, il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous descendons ensemble. La colonie Las Palmas se réveille chaque jour avec un soupir fatigué. Ici, les rues n'ont pas de nom. Les maisons sont des clones de ciment et de tôle. La chaleur est écrasante. Elle écrase l'énergie, les rêves, la volonté. Le soleil n'est pas un ami. C'est un geôlier. Il blanchit la peinture des murs. Il blanchit l'espoir dans les yeux des gens. Les chiens n'aboient pas. Ils gémissent. Les pleurs des bébés sonnent comme une résignation. Ici, la pauvreté n'est pas seulement le manque d'argent. C'est l'absence d'avenir. C'est un air épais qui colle aux poumons. Les femmes marchent vite, les yeux rivés au sol. Les hommes sont assis dans les coins, le regard perdu dans le vide. Et au milieu de ce paysage de désespoir, il y a une maison. La maison des Garcia. De l'extérieur, elle est comme les autres. Peut-être un peu mieux entretenue. La peinture n'est pas aussi usée. Il y a des barreaux en fer noir aux fenêtres. Mais la différence ne se voit pas. On la sent. L'air autour d'elle est plus froid, plus calme. Comme si la vie elle-même retenait son souffle en passant par là. Maria ne vit plus dans cette maison. Elle s'est enfuie il y a 8 ans. Elle vit maintenant dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Une pièce avec un lit, une table et une chaise. Elle travaille dans une maquiladora. 12 heures par jour à coudre des boutons sur des chemises. Un bouton, un autre, un autre. Le mouvement répétitif maintient son esprit silencieux, anesthésié. Mais l'anesthésie ne fonctionne pas toujours. Un bruit peut tout réveiller. Le raclement de gorge d'un homme dans le bus. Une odeur peut le ramener. Le savon bon marché que son voisin utilise. Alors, la pièce devient petite. Les murs se referment sur elle. Un goût métallique envahit sa bouche. Le goût de la peur. Elle sent des mains sur ses épaules. Un poids qui n'est pas là. Sa respiration s'accélère. Son cœur martèle ses oreilles. Elle serre ses genoux contre elle. Elle se balance. D'avant en arrière, en attendant que le souvenir passe, que le fantôme se lasse et retourne dans sa cage. Les souvenirs ne sont pas des fantômes. Ce sont des parasites. Ils vivent en vous. Ils se nourrissent de votre paix. Une collègue de travail s'approche d'elle un jour. « Ça va, Maria ?» « Tu es pâle. » Maria lève les yeux. Elle essaie de sourire. Les muscles de son visage ne lui obéissent pas. « Oui, je suis juste fatiguée, » dit-elle. Le mensonge est un réflexe. Un mécanisme de défense construit pendant 20 ans. Comment expliquer à quelqu'un que votre enfance a été une cérémonie d'abus,
que votre propre mère était la prêtresse de ce culte. Que l'amour, dans votre famille, était synonyme de douleur? Vous ne le faites pas. Vous dites simplement que vous êtes fatigué. Et les gens acquiescent et continuent de leur chemin. Doña Elvira vit dans la maison voisine de celle des Garcia depuis 30 ans. Elle sait, pas les détails, mais elle sait, elle a entendu les cris. Des cris qui s'arrêtent brusquement, comme si une main les étouffait. Elle a vu les filles. D'abord la mère de Maria, quand elle était jeune, puis Maria. Maintenant Lucia. Elle marche comme de petites ombres, les épaules voûtées, les yeux fixés au sol. Une fois, il y a de nombreuses années, elle a osé poser la question. Elle a croisé la grand-mère dans le magasin. « Vos petites filles sont très calmes », lui a-t-elle dit. La grand-mère l'a regardée avec des yeux vides. Ce sont de bonnes filles, obéissantes, comme elles doivent l'être. Sa voix était douce, mais son regard était un avertissement. Elvira a appris la leçon. Elle a appris à fermer ses fenêtres la nuit. Non pas pour se protéger du froid, pour se protéger des bruits. Elle a appris à détourner le regard. Comme tout le monde à Las Palmas. On ne se frotte pas aux Garcia. Ils ont de l'argent, ils ont des relations, et leur silence est un mur que personne n'ose escalader. À l'intérieur de la maison, le dîner se déroule dans un silence de mort. Pas de télévision, pas de radio. Seul le bruit des couverts contre les assiettes. Arturo Garcia, le père, préside la table. Il n'a pas besoin d'élever la voix. Sa seule présence est une tempête contenue. Il aspire l'oxygène de la pièce. Sa femme, la mère, se déplace autour de la table comme un fantôme. Elle sert, elle débarrasse, elle nettoie. Ses mouvements sont rapides, nerveux. Elle ne s'assoit jamais. Lucia, la fille de 12 ans, a les yeux fixés sur son assiette. Avec sa fourchette, elle pousse les petits pois. Elle forme des cercles, des lignes. Elle ne mange pas. Elle ne fait que mettre de l'ordre dans le chaos de son assiette. Matteo, le plus jeune, a 5 ans. Il est assis sur une pile de livres pour pouvoir atteindre la table. Il reste immobile, avec un calme qui n'est pas naturel pour un enfant de son âge. Ses grands yeux vont du visage de son père à son assiette. Il apprend le silence. Il apprend les règles. Les règles de la maison Garcia ne sont écrites nulle part, mais elles sont absolues. Règle numéro 1. Tu ne parles pas à moins qu'on ne t'adresse la parole. Règle numéro 2. Tu ne montres pas ce que tu ressens. Jamais. Règle numéro 3. Tu ne poses pas de questions. Règle numéro 4. Tu obéis. Arturo se racle la gorge. Un son sec, guttural. Lucia frissonne. Un spasme presque invisible. La mère se fige en plein mouvement. Matteo baisse immédiatement les yeux. Ce son est un signal, un point final. Le dîner est terminé. La nuit est sur le point de commencer. Et dans cette maison, la nuit révèle le vrai visage de la famille. Le visage du secret. Carmen Mendoza est arrivée à San Luis Potosí au début de l'été, en juin. Il faisait déjà une chaleur torride à 9 heures du matin. Elle avait 25 ans, un diplôme en travail social fraîchement encadré, et une foi presque enfantine dans la capacité du système à faire le bien. Le système allait se charger de pulvériser cette foi, avec la patience d'un bourreau, lentement, méthodiquement, jusqu'à ne laisser que de la poussière. Son nouveau lieu de travail était un bureau du gouvernement dans le centre-ville. Un bâtiment gris qui semblait transpirer sous le soleil. À l'intérieur, le temps s'écoulait plus lentement. L'air sentait le vieux papier, le café réchauffé et les rêves morts. Le bourdonnement des ventilateurs de plafond était le seul bruit constant. Une berceuse lugubre
pour la bureaucratie. On lui attribua un box au fond d'un long couloir, un bureau en métal, une chaise qui grinçait et une montagne de dossiers qui menaçait de s'effondrer. Chaque dossier, une vie brisée. Chaque page, un témoignage de douleur. Malnutrition, abandon, violence. L'horreur du monde, classée par ordre alphabétique. Son chef était M. Morales, un homme d'une cinquantaine d'années, à l'âme aussi grise que son costume. Il avait le regard fatigué de celui qui a trop vu et qui a décidé, pour survivre, de ne plus rien ressentir. Il l'accueillit sans se lever de sa chaise, sans détourner les yeux d'un document. « Bienvenue, Mendoza », dit-il. Sa voix était aussi monotone que le bourdonnement du ventilateur. « Votre travail est simple. Lisez les dossiers. Remplissez les formulaires. Effectuez les visites programmées. Rédigez les rapports. Ne vous impliquez pas. Ici, nous ne sauvons pas le monde. Nous ne faisons que gérer le désastre. » Ce fut sa première leçon, et la plus importante. Carmen passe les 2 premières semaines noyée sous la paperasse. Des noms, des dates, des tragédies. Elle lisait des histoires de parents qui battèrent leurs enfants, de mères qui disparaissaient, d'enfants qui ne mangeaient qu'une fois par jour. Et pour chaque histoire, elle remplissait un formulaire. Formulaire 3B. Annexe C. Copie pour les archives. Elle avait l'impression de transformer la souffrance humaine en statistique. La frustration grandissait en elle comme une mauvaise herbe. Un matin, en arrivant, elle trouva une enveloppe pliée sous sa porte. Elle n'avait ni nom ni expéditeur. Le papier était rugueux, bon marché. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une seule feuille de cahier déchirée. L'écriture était maladroite, tremblante, comme faite par une main effrayée. Seulement 4 mots. Las Palmas. Famille Garcia. En dessous, un dessin. Un bonhomme enfantin, la silhouette d'un enfant, avec une grosse croix barrant sa bouche. Carmen resta là à regarder le papier. Elle sentit un pincement froid dans l'estomac. Ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Une résonance. Comme la corde d'une guitare qui vibre lorsqu'elle perçoit une note proche. Le dessin était un cri muet, un SOS crypté dans un langage de désespoir. Elle se leva et se rendit au bureau de Morales. Il était en train de lire le journal. « Maître, » dit-elle, le papier à la main. « J'ai trouvé ça. » Morales baissa lentement le journal. Il regarda le papier par-dessus ses lunettes. Une expression d'ennui infini traversa son visage. Il prit le mot. Il l'observa pendant une seconde. Puis, sans dire un mot, il la froissa jusqu'à former une boule compacte. D'un geste précis, il la jeta dans une poubelle située à 3 mètres de là. Il marqua un panier. « Des ragots de gens oisifs, Mendoza, » dit-il en retournant à son journal. « Nous avons 100 cas réels sur votre bureau. 100 enfants qui ont vraiment faim, qui sont vraiment maltraités. Ne perdez pas votre temps, ni le mien, avec des dessins. » Carmen resta paralysée. Elle sentit le sang lui monter au visage. L'air du bureau lui sembla soudainement dense, irrespirable. L'indifférence de cet homme était une violence passive, un mur de mépris. Elle retourna à son bureau. Elle s'assit. Mais elle ne pouvait pas voir les lettres des dossiers. Elle ne voyait que le dessin de l'enfant sans bouche, la boule de papier au fond de la poubelle. La justice, découvrit-elle à ce moment-là, pouvait aussi mourir d'ennui. Cet après-midi-là, elle ne rentra pas chez elle. Lorsque le bureau fut vide, elle s'approcha de la poubelle de Morales. Elle récupéra le mot « froissé ». Elle la lissa soigneusement sur son bureau, comme s'il s'agissait d'un document sacré. Elle regarda l'adresse. Las Palmas.
Elle prit sa décision à cet instant. Si le système ne fonctionnait pas, elle irait. Sa vieille Tsuru grinçait à chaque nid de poule alors qu'elle s'enfonçait dans Las Palmas. Le bitume avait disparu. Il avait laissé place à la terre et aux cailloux. Le paysage avait changé. Les maisons en ciment furent remplacées par des constructions en tôle, en carton et en espoir. Les enfants jouaient avec de vieux pneus dans des flaques d'eau stagnantes. Ils la regardaient passer avec des yeux curieux et méfiants. Une étrangère dans une voiture? Une anomalie? Elle demanda où se trouvait la famille Garcia. Un homme qui buvait une bière sur un trottoir lui indiqua du menton « Au fond, celle qui a des barreaux ». Il n'en dit pas plus. Il se retourna, lui tournant le dos. Un geste subtil mais clair. Ici, on ne pose pas de questions. La maison des Garcia était comme un poing fermé au milieu de la rue. Les barreaux noirs ressemblaient à des dents. Il n'y avait pas de jardin, seulement de la terre sèche et craquelée. Il gara la voiture à quelques mètres. Il descendit. Le silence était absolu. Ni musique, ni voix, ni aboiement de chien. Un silence contre nature. Il arriva à la porte métallique. Il n'y avait pas de sonnette. Il frappa avec les jointures. 1, 2, 3 coups. Le son fut absorbé par la chaleur de l'après-midi. Il attendit. Le soleil lui brûlait la nuque. Elle entendait les battements de son propre cœur. Alors qu'elle s'apprêtait à frapper à nouveau, la porte s'ouvrit, à peine une fente. Un œil l'espionnait depuis l'obscurité de l'intérieur. « Oui » dit une voix de femme. Une voix sans couleur. « Bonjour, je m'appelle Carmen Mendoza. Je travaille pour le DIF. » La fente ne s'ouvrit pas davantage. « Ici, nous n'avons pas besoin du DIF, » dit la voix. « Nous avons reçu un signalement anonyme, » commença Carmen. « Les signalements mentent. Les gens sont bavards. Ici, tout va bien. » La porte commença à se refermer. Carmen réagit instinctivement. « Attendez !» dit-elle avec une urgence qui la surprit elle-même. « S'il vous plaît, je veux juste m'assurer que les enfants vont bien. » Il y eut un silence. La fente s'ouvrit d'1 centimètre supplémentaire. La femme derrière la porte était un spectre. Maigre, pâle, avec des cernes profonds comme des ecchymoses. C'était la mère. « Mes enfants vont très bien, » siffla-t-elle. Et à ce moment-là, cela se produisit. Une petite silhouette apparut derrière les jambes de la femme. Un enfant qui n'avait pas plus de 5 ans, des cheveux foncés, des yeux immenses, trop grands pour son visage, des yeux qui ne regardaient pas avec la curiosité enfantine, mais avec la prudence d'un animal sauvage. C'était Matteo, l'enfant du dessin sans bouche. Il ne dit rien. Il la regarda simplement. Carmen baissa instinctivement les yeux. L'enfant portait un t-shirt sans manches. Sur son petit bras maigre, juste sous l'épaule, elle vit une tache. Une tache sombre, violacée, avec la forme indubitable des doigts d'une main adulte. Le monde s'arrêta pendant 1 seconde. La chaleur, la poussière, les bruits lointains. Tout disparut. Il n'y avait plus que cette marque. Cette empreinte de douleur imprimée sur la peau d'un enfant. La mère suivit le regard de Carmen. Sa réaction fut instantanée. Elle tira brusquement l'enfant à l'intérieur. Elle le cacha derrière elle. « Il est tombé », dit-elle rapidement. Trop rapidement. Les enfants sont maladroits. Ils passent leur temps à tomber. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je suis occupé. La porte se referma avec un claquement métallique. Final, absolu. Carmen resta immobile devant la porte fermée. Elle pouvait sentir le froid qui émanait du métal, même sous le soleil brûlant.
Elle sentait ses mains trembler, le goût amer de l'impuissance dans sa gorge. Ce n'était plus une note anonyme. Ce n'était plus un pressentiment. C'était une certitude violette en forme de 5 doigts. Elle retourna à sa voiture. Elle s'assit au volant, mais ne démarra pas. Elle observa la maison. Elle la voyait désormais différemment. Ce n'était pas une maison, c'était une forteresse. C'était une prison. Et à l'intérieur, il y avait des otages. Carmen ne retourna pas au bureau. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas s'asseoir dans son box et remplir des formulaires sur la malnutrition. Pas après avoir vu la marque sur le bras de Matteo. L'image était gravée dans sa rétine. 5 doigts violets. La signature du monstre. Elle roula sans but dans les rues de San Luis Potosí. Le soleil de l'après-midi teintait la ville d'une couleur orange poussiéreuse. Les gens sortaient du travail, riaient dans les cafés, marchaient main dans la main. Un monde normal. Un monde qui semblait être un mensonge. Elle s'arrêta dans un parc. Elle coupa le moteur. Elle resta là à regarder le volant. Ses mains tremblaient. Pas de peur. D'une rage froide, pure. Une rage contre la porte fermée. Contre la mère qui mentait. Contre l'avocat Morales et sa poubelle. Contre un système conçu pour détourner le regard. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner dans cette maison en tant que fonctionnaire. La porte ne s'ouvrirait pas. Et si elle s'ouvrait, ce serait un piège. Morales l'avait prévenu. Ne vous impliquez pas. Mais il était trop tard. L'image de cet enfant l'avait kidnappée. Ce n'était plus une affaire, c'était une dette. Cette nuit-là, dans son petit appartement, elle ne dormit pas. Elle ouvrit son ordinateur portable. Elle se reconnecta au fichier du DIF. Mais elle ne chercha pas de rapport d'abus. Elle chercha des actes de naissance, des actes de mariage, d'anciens recensements. Elle chercha un nom. Maria Garcia, la fille qui ne vivait plus là, la première qui s'était enfuie, ou la première qu'ils avaient laissée partir. Cela lui prit des heures. Le système était un labyrinthe de bureaucratie numérique. Mais la rage lui donnait de la patience. À 3 heures du matin, elle trouva un registre professionnel. Maria Garcia, employée chez Textil del Potosí. Une maquiladora. Il y avait une adresse à l'autre bout de la ville, loin de Las Palmas. Aussi loin que l'on puisse être dans la même cage. Carmen ne se rendit pas à l'usine. Cela aurait été trop direct. Cela l'aurait effrayée. Elle attendit. Le lendemain, en fin d'après-midi, elle gara sa voiture près de l'adresse. C'était un quartier d'immeubles d'appartements identiques, de petits cubes de béton pour loger des gens. À 6h30, un bus s'est arrêté au coin de la rue. Elle a vu descendre un groupe de femmes en uniforme bleu, fatiguées, marchant lentement. Parmi elles, elle l'a reconnue. Elle l'a reconnue grâce aux vieilles photos des archives familiales. C'était Maria, plus mince, le regard usé, mais c'était elle. Carmen n'a pas bougé. Elle a observé. Pendant 3 jours, elle a appris sa routine. Maria quittait l'immeuble à 6h du matin. Elle revenait à 6h30 du soir. Parfois, elle s'arrêtait dans une petite boutique pour acheter une boisson gazeuse et un pain. Elle dînait seule. Elle ne recevait jamais de visite. Elle ne sortait jamais le soir. Sa vie était une ligne droite entre l'usine et sa chambre. Une existence conçue pour ne pas ressentir, pour ne pas se souvenir. Le 4e jour, Carmen la suivit. Maria ne se rendit pas au magasin. Elle marcha dans la direction opposée, vers un petit parc abandonné, 2 balançoires rouillés, un toboggan dont la peinture s'écaillait.
Un bac à sable envahi par les mauvaises herbes. Maria s'assit sur le seul banc intact. Elle resta là, à regarder le ciel sale du crépuscule, immobile. C'était le moment. Carmen prit une profonde inspiration. Elle descendit de la voiture. Elle marcha vers elle. Ses pas résonnaient trop fort dans le silence du parc. Elle s'assit à l'autre bout du banc. Maria ne la regarda même pas. Elle continua à fixer le vide. Elle ressemblait à une statue de sel. 1 minute passa, puis 2. Le silence était un abîme entre elles. « Je sais ce qui se passe dans cette maison », dit finalement Carmen. Sa voix résonna comme une pierre jetée dans un puits. Maria se raidit. Chaque muscle de son corps se raidit. Mais elle ne bougea pas. Elle ne parla pas. « Je suis allé dans ton ancienne maison », continua Carmen à voix basse. « J'ai parlé à ta mère. Rien. J'ai vu ton frère, Matteo. » En entendant ce nom, Maria tourna brusquement la tête. Elle la regarda pour la première fois. Ses yeux étaient 2 blessures. Un univers de peur et de colère contenue. « Vous ne savez rien, » murmura-t-elle. Sa voix était comme un fil de barbelé. « J'ai vu la marque sur son bras, » dit Carmen. Le coup fut direct, précis. La carapace de Maria se fissura. Ses lèvres tremblèrent. « Et j'ai cherché les dossiers, » ajouta Carmen. « Le rapport du maître d'école primaire. La plainte anonyme d'il y a 15 ans. Tous classés. » Maria détourna le regard. Elle commença à secouer lentement la tête, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. « Si tu parles, si quelqu'un parle, mon père... » Elle ne put terminer sa phrase. « Ton père quoi, Maria? Il va te tuer? Ou est-ce qu'il t'a déjà tué lentement toute ta vie ?» La question était cruelle. Carmen le savait. Mais elle avait besoin de briser le barrage. Cela fonctionna. Une larme solitaire roula sur la joue de Maria. Puis une autre. Et encore une autre. Elle ne sanglotait pas. Elle pleurait seulement en silence. Des pleurs anciens, pratiqués. « Il ne peut rien faire, » dit-elle entre 2 sanglots. « Personne ne peut rien faire. Ils sont trop puissants. »« Dis-moi la vérité, Maria, » supplia Carmen. « Aide-moi à t'aider. Aide-moi à sauver Matteo. » Le nom de son frère fut la clé finale. Maria prit une profonde inspiration, un son tremblant, brisé. Et puis, les mots commencèrent à sortir, comme un poison qu'elle avait gardé pendant des années. « Mon grand-père a été le premier. » La phrase tomba dans l'air du crépuscule, lourde, définitive. J'avais 7 ans. Ma mère m'a réveillé. Il faisait nuit. Elle m'a dit que c'était un jour spécial, que c'était mon tour d'être la reine. Elle a sorti d'une boîte une chemise de nuit blanche, en soie. Je l'ai sentie. Elle sentait le rangement. Elle me l'a mise. Elle m'a coiffée. Elle a mis un ruban rouge dans mes cheveux. Elle m'a prise par la main et m'a conduite dans le couloir sombre. Mes pieds étaient froids sur le sol. Nous nous sommes arrêtés devant la porte de la chambre de mon grand-père. Elle s'est agenouillée devant moi. Elle a ajusté le ruban. Elle m'a souri. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle m'a dit « Sois sage, rends ta famille fière. » Et elle m'a poussé à l'intérieur. Elle a fermé la porte derrière moi. Carmen retint son souffle. Le banc métallique était glacé sous ses mains. Le bruit des voitures au loin semblait venir d'une autre planète. Elle voulait l'arrêter. Elle voulait lui dire de ne pas continuer. Mais elle savait que Maria avait besoin de le dire, qu'elle avait attendu 20 ans pour le dire. La pièce sentait les médicaments et le tabac, poursuivit Maria, le regard fixé sur la balançoire rouillée.
Il était assis sur le lit. Il attendait. Il m'a dit de m'approcher, que les reines de la famille avaient un secret à garder. Un secret pour garder le sang fort. Cette nuit-là, le secret m'a brûlé de l'intérieur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas osé. Je me suis juste faite toute petite. J'ai essayé de disparaître. Carmen ferma les yeux. Elle sentit une vague de nausée la submerger. Le monde semblait pencher. Elle s'agrippa fermement au bord du banc. Elle rouvrit les yeux. Elle avait besoin de rester ancrée dans la réalité. Pour Maria. Je pensais que ce ne serait qu'une fois, dit Maria avec un rire amer, sans joie. Mais ce ne fut pas le cas. C'était un rituel. Chaque semaine. Ma grand-mère savait tout. C'était elle qui préparait la chambre. Elle mettait des draps propres. Le lendemain matin, elle me donnait un bonbon. Et elle me disait de ne pas parler des secrets des grands. Elle était la gardienne. Celle qui mettait de l'ordre dans l'enfer. Quand mon grand-père est tombé gravement malade, j'ai pensé que c'était fini, que j'étais libre. J'ai été libre pendant 1 an, la meilleure année de ma vie. Et puis j'ai eu 13 ans. Un soir, ma mère s'est assise sur mon lit, le même sourire vide. Elle m'a dit que c'était maintenant au tour de mon père, qu'il perpétuerait la tradition. Elle m'a parlé de la lignée, de la pureté du sang. Elle m'a dit que c'était un honneur, que c'était une forme d'amour que les gens de l'extérieur ne pouvaient pas comprendre. L'amour. Maria cracha ce mot comme s'il s'agissait d'acide. Le soleil s'était déjà couché. Les lumières du parc, faibles et jaunes, s'allumèrent. Elles projetaient des ombres longues et déformées. Le parc ressemblait à un décor de pièces d'horreur. Quand ma sœur Lucia est née, j'ai prié, murmura Maria. J'ai prié un Dieu auquel je ne croyais pas. Je lui ai demandé que ce soit un garçon. Mais c'était une fille. Je l'ai vue grandir, et je savais ce qui l'attendait. C'était comme voir un train approcher quelqu'un attaché au rail. Le jour de ses 7 ans, j'ai vu ma mère sortir la boîte. J'ai vu la chemise de nuit blanche. J'ai essayé de l'arrêter. Je lui ai crié dessus. Je l'ai supplié. Mon père m'a entendu. Il est entré dans la chambre. Il n'a rien dit. Il m'a juste giflé. Si fort que je suis tombé par terre. Il m'a traîné dans ma chambre et m'a enfermé. De derrière ma porte, j'ai entendu ma sœur pleurer pendant des heures. Et puis, le silence. Le lendemain, ma mère ne m'a pas adressé la parole. Elle m'a juste regardé avec mépris. Elle m'a dit que j'étais égoïste, que j'avais eu cet honneur et que je ne voulais pas le partager. Maria est restée silencieuse. Le poids de cette dernière phrase a rempli l'air. Carmen avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. C'était une logique tellement tordue, tellement monstrueuse, que son esprit refusait de la comprendre. « C'est pour ça que je suis partie », a dit Maria. « Dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie avec ce que j'avais sur le dos. Mais on n'est jamais vraiment loin. La chaîne est trop longue. Et maintenant, Matteo. » Sa voix se brisa complètement. Je l'ai vu l'autre jour. Mon père le tenait sur ses genoux. Il lui racontait l'histoire du prince de la famille. Et j'ai vu les yeux de Matteo, la confusion, la peur. Il prépare sur le terrain. Il sème la graine dans son esprit. C'est un enfant. Il sait à peine parler. Et il le marque déjà pour le sacrifier. C'est pour ça que je vous ai parlé. Je me fiche de ce qui m'arrivera, mais pas de lui. Ils ne le toucheront pas. Une détermination farouche brillait dans les yeux de Maria.
La peur avait fait place à la rage. « J'ai besoin de preuves, Maria, » dit Carmen d'une voix rauque. Quelque chose qu'ils ne pourront pas nier, quelque chose qu'ils ne pourront pas jeter à la poubelle. Maria plongea la main dans son sac usé. Elle en sortit un petit cahier à spirale. La couverture était ornée d'une licorne brillante. « C'est à Lucia, » dit-elle. « Je l'ai trouvée la dernière fois que je me suis faufilé chez elle. Elle le garde sous son matelas. Elle ne sait pas très bien écrire. Alors elle dessine. » Elle tendit le cahier à Carmen. Les mains de Carmen tremblèrent lorsqu'elle le prit. Il semblait lourd, chargé d'une douleur impossible à mesurer. Elle l'ouvrit. Les pages étaient remplies de dessins d'enfants, des fleurs, des maisons, des animaux. Et puis, la page que Maria lui avait indiquée. Le dessin était fait au crayon, des couleurs vives. Mais le contenu était d'une noirceur absolue. Une petite silhouette, vêtue d'une robe, allongée sur un lit. Au-dessus d'elle, une silhouette énorme, une ombre noire avec de grandes mains. Le visage de l'ombre n'avait pas de détails. Juste une bouche ouverte en cercle. Un cri silencieux. Et en dessous, écrit en lettres maladroites et tremblantes, un seul mot. Papa. Carmen eut le souffle coupé. C'était la vérité nue, l'horreur racontée dans le langage le plus innocent. C'était irréfutable. C'était une arme. Avec ça, murmura Carmen en regardant Maria. Avec ça, je peux réduire son monde en cendres. Maria acquiesça. Mais son visage ne trahissait aucun soulagement. Seulement une fatigue infinie. Fais attention, dit-elle. Ce ne sont pas des personnes. Ce sont une idée. Et on ne peut pas tuer une idée facilement. Ils sont les maîtres de ce village. Ils sont les maîtres du silence. Elle se leva, et elle partit, disparaissant dans l'obscurité, laissant Carmen seule sur le banc, seule avec une licorne sur la couverture et un monstre à l'intérieur. La nuit était tombée, et la véritable descente ne faisait que commencer. Carmen resta assise dans sa voiture pendant près d'1 heure. Le journal de Lucia était sur le siège passager. La couverture avec la licorne brillait sous la lumière d'un lampadaire. Une cruelle moquerie, une façade d'innocence pour l'enfer qu'il renfermait. Carmen sentait le froid de la peur. Mais sous la peur, la colère brûlait. Une colère lucide et ciblée. Et elle savait qu'il ne suffisait pas de dénoncer Arturo Garcia. Maria avait raison. Elle ne luttait pas contre un homme. Elle luttait contre une idée. Une religion familiale construite sur la douleur et le secret. Pour détruire le monstre, elle devait comprendre d'où il venait. Elle avait besoin de la carte de sa création. Cette nuit-là, l'appartement de Carmen se transforma en centre d'opération de guerre. Avec une tasse de café noir pour seul allié, elle se plongea dans l'histoire. Archives numériques de l'État, hémérothèque, registre foncier, recensement. Elle cherchait un nom, l'origine du fléau, Heriberto Garcia, l'arrière-grand-père. L'histoire a commencé comme beaucoup d'autres dans le Mexique post-révolutionnaire. Un homme est arrivé à San Luis Potosí dans les années 1940. Il n'avait rien d'autre qu'une chemise usée et une ambition vorace. Heriberto n'était pas un homme aux grandes idées politiques. Son idéologie était plus simple, plus ancienne. Le pouvoir, l'accumulation, le contrôle. Il acheta des terres bon marché, arides, des terres que les autres méprisaient. Mais Heriberto avait une vision. Il découvrit des filons de minerais que d'autres avaient négligés. Sa fortune grandit en silence. Il bâtit sa richesse loin des regards de la capitale, loin de la concurrence, là. Il était un roi construisant son fief dans le désert.
Carmen trouva un portrait de lui dans un magazine mondain de 1958. L'article le surnommait « le patriarche du désert ». Il y avait une photo. Un homme au visage dur, aux petits yeux perçants. Il posait devant une grande maison récemment construite. La même maison de Las Palmas, mais neuve, étincelante. Le journaliste le décrivait avec un mélange d'admiration et de crainte. Il parlait de sa farouche indépendance, de son mépris pour le gouvernement, de sa croyance en l'autosuffisance. Mais entre les lignes d'admiration, Carmen trouva les germes de la folie. L'article mentionnait l'obsession d'Heriberto pour la pureté. Il se vantait que sa famille n'avait pas besoin du monde extérieur. « Ici, nous avons tout ce dont nous avons besoin », disait l'une de ses citations. Le monde extérieur est malade. Il est faible. Il contamine le sang. Le journaliste y voyait une excentricité de millionnaire. Carmen y voyait le manifeste d'un chef de secte. Heriberto épousa une femme beaucoup plus jeune, soumise, isolée de sa propre famille. Ils eurent un seul enfant, Joaquín, celui qui allait devenir le grand-père de Maria. Heriberto façonna son fils à son image. Il lui apprit à se méfier du monde. Il lui inculqua l'idée que les Garcia étaient une lignée à part, supérieure, et que le sang était le vecteur de cette supériorité. La véritable obscurité s'est abattue lorsque Joaquín a atteint l'âge de se marier. Heriberto a décrété qu'aucune femme du village n'était digne. Elles étaient impures. Leur sang était contaminé par la faiblesse du monde extérieur. Carmen a trouvé l'acte de mariage. Joaquín Garcia a épousé sa cousine au 2e degré. Une jeune fille venue d'un village lointain. Elle est devenue la première prisonnière officielle du clan. La première Ève dans un jardin d'Éden pourri. De cette union est né Arturo, le père. Le monstre des dessins de Lucia. Arturo a grandi dans une bulle toxique. Son seul monde était la maison. Ses seules lois, celles de son grand-père et de son père. L'inceste n'était pas un tabou. C'était un principe fondateur. Un outil pour maintenir la pureté de la lignée, une façon de construire un mur de sang autour de la famille. Carmen a senti un frisson la parcourir. Elle a compris la logique perverse. Il ne s'agissait pas seulement de luxure ou de pouvoir. C'était une idéologie. En enfermant la famille dans un cycle d'abus endogames, Heriberto s'assurait un contrôle absolu. Il créait un secret si sombre, si honteux, qu'il devenait la chaîne la plus forte. Personne qui connaissait le secret ne pouvait partir. Personne qui partirait n'oserait parler. L'abus était le ciment qui maintenait la famille unie, et le silence était le mur qui les protégeait du monde. Joaquín, le grand-père, n'avait pas le charisme de son père. C'était un homme amer, violent, un maillon faible dans la chaîne de commandement. Mais l'idéologie était déjà bien ancrée. Lorsque ses propres filles ont grandi, il a répété le schéma qu'il avait vu. Non pas avec la conviction messianique de son père, mais avec la brutalité d'un droit acquis. C'était ainsi. C'était la tradition. Les femmes étaient la clé de la survie du système. Carmen le voyait clairement. La grand-mère, la cousine qui avait épousé Joaquín, n'était pas seulement une victime. Elle était devenue une geôlière. Peut-être pour survivre. Peut-être parce que son propre esprit s'était brisé et reconstruit sous l'idéologie de la famille. C'était elle qui transformait l'horreur en normalité. Celle qui apprenait aux filles à accepter l'honneur. Celle qui soignait les blessures physiques et s'assurait que les blessures de l'âme ne cicatrisent jamais complètement. Elle était la grande prêtresse du culte. Arturo, le père de Maria, était le produit parfait de ce système. Pour lui,
Il n'y avait aucune différence entre l'amour et la douleur, entre l'affection et le contrôle, entre la famille et la possession. Ce n'était pas un homme qui avait décidé d'être un monstre. Il avait été élevé pour l'être. Il avait été formé dès son plus jeune âge à ne voir aucun mal dans ses actes. Cela ne le rendait pas moins coupable. Cela le rendait infiniment plus dangereux. Car un monstre qui ne sait pas qu'il est un monstre n'a pas de limite. Carmen se pencha en arrière sur sa chaise. Le soleil commençait à filtrer à travers la fenêtre. Elle avait passé toute la nuit à voyager jusqu'à l'origine du mal. Elle comprenait désormais le pouvoir des Garcia. Ce n'était pas seulement leur contact politique ou leur argent. C'était le pouvoir de leurs secrets. Le village de Las Palmas ressentait l'obscurité, les chuchotements, les rumeurs. Mais personne ne pouvait nommer le monstre, car le monstre vivait à l'intérieur des victimes. Il était tissé dans leur ADN et leur psychologie. Elle comprit le sourire vide de la mère de Maria. C'était le sourire d'une femme qui avait été victime et qui était désormais complice. Une prisonnière qui aidait à surveiller les nouvelles détenues. Une âme tellement brisée que sa seule façon de survivre était de perpétuer le système qui l'avait détruite. Carmen ferme son ordinateur portable. Le silence du matin était accablant. Elle avait désormais la carte complète. L'histoire d'une folie devenue tradition, d'une famille devenue une secte. Elle savait que pour sauver Matteo et Lucia, il ne suffisait pas de renverser Arturo. Elle devait démolir toute la maison. Pas la maison physique faite de ciment et de barreaux, mais la maison de mensonges qu'ils avaient construite dans leur esprit. Elle devait exposer la tradition à la lumière du soleil, la dépouiller de sa mystique de pureté et de lignée, et la montrer telle qu'elle était. Un abus, simple, brutal et systématique. Le journal de Lucia était le marteau. Mais cette histoire, l'histoire de l'origine, était la dynamite. La tâche semblait impossible, herculéenne. Mais en regardant le dessin du monstre réalisé par une fillette de 12 ans, Carmen sut qu'elle n'avait pas d'autre choix. C'était la vérité d'une fillette contre la folie de 4 générations, et elle allait tout miser sur cette fillette. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Carmen arriva au bureau du procureur général. Elle se sentait étrangère à son propre corps, fatiguée, les nerfs à fleur de peau, mais avec une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle portait un dossier sous le bras. À l'intérieur, des copies des dossiers du DIF. La généalogie de la famille Garcia. Et, protégé dans une pochette en plastique, le journal intime de Lucia. Le bâtiment était un colosse de béton et de verre fumé. Un monument à une justice opaque et inaccessible. À l'intérieur, la climatisation était glaciale. Un froid qui ne rafraîchissait pas mais engourdissait. La salle d'attente était remplie de fantômes. Des personnes au regard vide, attendant des heures pour une audience de 5 minutes. C'étaient les rouages cassés de la machine, attendant d'être remplacés ou jetés. Carmen n'attendit pas. Elle s'approcha directement du comptoir. « Je dois parler au procureur chargé des délits sexuels », dit-elle. Sa voix était ferme. Elle n'admettait aucun refus. La réceptionniste, une femme au visage figé par l'ennui, la regarda sans intérêt. « Vous devez prendre rendez-vous. Remplissez ce formulaire. » Elle lui glissa un papier à travers la fenêtre. « C'est une urgence, » insista Carmen. « Des enfants sont en danger imminent. » La femme soupira. Un long soupir théâtral. « Tout le monde dit que c'est une urgence. »« J'ai des preuves qui ne peuvent pas attendre, » dit Carmen en levant le dossier. C'était peut-être le ton de sa voix.
peut-être le désespoir dans ses yeux. La réceptionniste hésita. Elle passa un coup de fil. « Il y a une assistante sociale ici. » Elle dit que c'est urgent. Elle écouta. Elle raccrocha. « Le procureur adjoint Rivas la recevra. 3e étage. Attendez qu'on vous appelle. » L'attente fut une torture. À chaque minute qui passait, elle imaginait Matteo dans cette maison. Lucia repoussant les petits pois dans son assiette. Après presque 3 heures, une voix l'appela par haut-parleur. « Carmen Mendoza, passez au bureau 304. » Le bureau du procureur adjoint Rivas était un cube sans fenêtre. Des murs beiges. Des meubles en mélamine sombre. Rivas était jeune. Il n'avait pas plus de 30 ans. Il portait un costume coûteux, trop ajusté. Son sourire était blanc, parfait et complètement faux. « Madame Mendoza, » dit-il, avec la jovialité d'un vendeur de voitures. « Asseyez-vous. Un café? De l'eau? » « Non, merci, » répondit Carmen. Elle s'assit en face de lui. Elle posa le dossier sur le bureau ciré. « Je viens pour l'affaire de la famille Garcia, du quartier Las Palmas. » Le sourire de Rivas ne faiblit pas. « Garcia. Garcia. Ça ne me dit rien. Nous avons beaucoup d'affaires, vous savez. » Carmen commença à exposer les faits, avec un calme qui lui demandait un effort surhumain. Elle parla de la lettre anonyme, de sa visite à la maison, de la marque sur le bras de Matteo, de sa rencontre avec Maria, des 4 générations d'abus systématiques. Rivas écoutait, acquiesçant de temps en temps. Son visage était un masque de professionnalisme, impénétrable. Finalement, Carmen ouvrit le dossier. Elle sortit le journal de Lucia. Elle le fit glisser sur le bureau, jusqu'à le placer devant lui. Elle l'ouvrit à la page où se trouvait le dessin du monstre. « Voici la déclaration d'une fillette de 12 ans, » dit Carmen. Une fillette à qui on a appris à ne pas parler. Alors, elle dessine son enfer. Rivas se pencha. Il regarda le dessin. Pendant un bref instant, le masque tomba. Carmen vit une lueur d'horreur authentique dans ses yeux. Le sourire disparut. Ses lèvres se serrèrent en une fine ligne. Il vit le monstre. Mais ce moment ne dura qu'un clin d'œil. Il leva les yeux. Il regarda Carmen. Et le masque revint en place, plus solide qu'auparavant. « Le nom de famille est Garcia, avez-vous dit ?» répéta-t-il, avec une nouvelle prudence dans la voix. « Arturo Garcia. »« Oui, » confirma Carmen. Rivas se cala dans son fauteuil en cuir. Le fauteuil émit un léger grincement, comme une plainte. Il joignit le bout de ses doigts. « Un instant, s'il vous plaît. » Il décrocha le combiné de son téléphone. Il composa un numéro en mémoire. Il fit pivoter son fauteuil, tournant le dos à Carmen. Il parle à voix basse, presque dans un murmure. Carmen ne put entendre que des bribes. « Oui, une assistante sociale. La famille Garcia de Las Palmas. Des accusations très graves, inceste. Oui, je l'ai ici. Des dessins. » Il y eut un long silence. Rivas écoutait. « Compris, » dit-il finalement. « Oui, monsieur. Je m'en occupe. » Il raccrocha. Il fit pivoter son fauteuil pour regarder Carmen. Son sourire factice était revenu, mais il avait désormais un tranchant d'acier. « Madame Mendoza », commença-t-il d'un ton paternaliste qui retourna l'estomac de Carmen. « J'apprécie beaucoup votre passion. C'est admirable de voir quelqu'un d'aussi engagé. » Il fit une pause, comme un acteur attendant les applaudissements. « Cependant, nous devons être réalistes. Et légaux. » Il prit le journal entre 2 doigts, comme s'il était sale. « Ceci, » dit-il en le remuant légèrement, « est émouvant. Mais légalement,
ce n'est que du papier à recycler. Ce sont les dessins d'une petite fille. Un psychologue pourrait affirmer qu'il s'agit de projections de peurs infantiles. Un mauvais rêve, un film d'horreur qu'elle a vu à la télévision. Dans un tribunal, la défense le réduirait en miettes. Ce n'est pas une preuve. Carmen sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. « Ce n'est pas une preuve », répéta-t-elle, incrédule. Et les témoignages? L'histoire familiale? Les rapports classés au DIF? Le procureur soupira, un son d'une infinie patience feinte. Des témoignages de seconde main, des rumeurs. Pour engager une procédure de cette nature contre une famille influente, une famille qui a une réputation à défendre, il nous faudrait quelque chose de solide. Une déclaration sous serment de la victime. Idéalement, de la victime mineure, présentée devant un juge aux affaires familiales, en présence de son tuteur légal. Il fit une pause dramatique. Et comme le tuteur légal est M. Garcia, le présumé accusé, je pense que vous comprenez notre dilemme procédural. C'était un cercle vicieux parfait. Un serpent qui se mordait la queue. Un chef-d'œuvre de bureaucratie conçu pour garantir l'impunité. Alors, que comptez-vous faire? Demanda Carmen, même si elle connaissait déjà la réponse. Je vous suggère, Madame Mendoza, de suivre les voies habituelles, dit Rivas en se levant. L'audience était terminée. Renvoyez officiellement l'affaire au DIF, qu'ils procèdent à une évaluation psychologique complète, qu'ils rédigent un rapport d'expertise. Remplissez les formulaires F27B et G12. La procédure est claire. Une procédure qui prendrait des mois pendant lesquels Matteo et Lucia resteraient dans cette maison. Vous savez que cela ne servira à rien, dit Carmen, la voix tremblante de rage contenue. Rivas la regarda avec une pointe de pitié. Ou peut-être était-ce du mépris. Je sais comment fonctionne la loi, Madame Mendoza. Et vous, avec tout le respect que je vous dois, semblez ne pas le savoir. Merci de votre visite. Il la conduisit vers la porte. Sa main sur le dos de Carmen n'était pas un geste aimable. C'était une poussée. Carmen quitta le bureau en se sentant vide, violée. Elle marcha dans le couloir en marbre poli. Elle se sentait sale, comme si l'indifférence de Rivas s'était collée à sa peau. En sortant du bâtiment, la chaleur la frappa comme un mur. Elle s'appuya contre la façade en béton. Elle respira profondément, essayant de calmer ses nausées. Le système n'était pas défaillant. Il fonctionnait parfaitement. Son rôle n'était pas de protéger les faibles. C'était de se protéger lui-même, de protéger les siens. Et les Garcia, évidemment, faisaient partie des siens. Mais elle n'abandonna pas. Le lendemain, elle se rendit à la Commission nationale des droits de l'homme. L'endroit était différent. Une vieille maison rénovée. Des murs peints de couleurs vives. Des affiches avec des phrases inspirantes. Vos droits sont notre combat. Pour la dignité de chaque personne. Un décor d'espoir. Elle fut accueillie par une femme âgée, aux cheveux blancs relevés en chignon et au sourire aimable. Elle s'appelait Estella. Elle lui offrit un verre d'eau. Elle l'écouta attentivement pendant plus d'1 heure. Elle ne l'interrompit pas. Ses yeux reflétaient de l'empathie. Elle prenait des notes dans un carnet. « Quelle barbarie !» disait-elle de temps en temps. « Quelle horreur !» Pour la première fois en 24 heures, Carmen sentit que quelqu'un l'écoutait vraiment. Elle ressentit une petite et fragile lueur d'espoir. Lorsque Carmen eut terminé, Estella poussa un profond soupir.
C'est l'une des histoires les plus terribles que j'ai entendues en 30 ans de carrière, dit-elle. Bien sûr que nous allons agir. Nous allons immédiatement ouvrir un dossier de plainte. Et ensuite, demanda Carmen. Nous allons mener une enquête approfondie, expliqua Estella. Nous demanderons officiellement les rapports au parquet et au DIF. Nous mènerons nos propres entretiens, si possible. Et s'ils refusent d'AMAP de coopérer? Ils ne peuvent pas. La loi les oblige à répondre à nos demandes. L'espoir de Carmen grandit. Et combien de temps cela prendra-t-il? Eh bien, Estella hésita pour la première fois. Ces procédures sont longues. Selon leur coopération, cela pourrait prendre de 6 à 8 mois. Peut-être 1 an. 1 an. Le mot tomba comme une pierre. Et quand l'enquête sera terminée? Demanda Carmen. Si nous concluons qu'il y a eu de graves violations des droits humains et des manquements de la part des autorités, nous émettrons une recommandation publique. Une recommandation? Répéta Carmen, sentant la glace revenir dans son estomac. Oui, une recommandation très énergique. Nous exhorterons le ministère public à agir et le DIF à mettre en œuvre de nouveaux protocoles. Mais vous ne pouvez pas les y contraindre? Vous ne pouvez pas ordonner le sauvetage des enfants? Estella lui adressa un sourire infiniment triste. Non, ma chère. Nous n'avons pas de pouvoir coercitif. Notre autorité est morale. Nous espérons que la pression publique obligera les autorités à faire ce qui est juste. Force morale. Pression publique. C'était des boucliers en carton contre un char d'assaut. Estella lui tendit une pile de papier, près d'une centaine de pages. Veuillez remplir ces formulaires pour officialiser votre plainte. Soyez très détaillés. Nous avons besoin de 3 copies de tout, avec leurs annexes respectives signées à l'encre bleue. Carmen regarda les formulaires. C'était un monstre à 1000 têtes, des questions labyrinthiques, des cases impossibles à remplir, un langage bureaucratique conçu pour semer la confusion. C'était un autre piège. Différent de celui du parquet, mais tout aussi efficace. Là-bas, l'horreur était niée. Ici, elle était enfouie sous une montagne de papier. Le résultat final était le même. La paralysie. Elle sortit du bureau avec le dossier sous le bras. Elle se sentait idiote. Une naïve qui avait cru aux affiches colorées. Elle monta dans sa voiture. Elle jeta le dossier sur le siège passager. Les feuilles volèrent dans tous les sens. Elle frappa le volant avec ses poings. Encore et encore. Sans crier, seul le bruit sourd de la chair contre le plastique. La douleur dans ses jointures était réelle. C'était la seule chose réelle à ce moment-là. Ce soir-là, elle comprit que le système n'était pas un mur. C'était un marécage. On avait l'impression de pouvoir avancer, mais chaque pas nous enfonçait davantage. Cela nous épuisait. Cela nous empêtrait dans ses procédures et ses délais, jusqu'à ce que l'on abandonne, ou que l'on se noie. Il lui restait une dernière carte à jouer. Un appel désespéré. Une faveur qu'on lui devait. Elle rencontra un vieux détective de la brigade criminelle, déjà à la retraite, dans un café bruyant et mal éclairé. Le détective, un homme qui se faisait appeler El Sapo, était une légende cynique. Carmen lui raconta tout, sans omettre aucun détail. El Sapo l'écouta tout en remuant son café avec une cuillère, créant un petit tourbillon sans fin. Il ne montra aucune surprise. Il ne montra pas d'horreur. Son visage était un masque d'indifférence professionnelle. Lorsque Carmen eut terminé, il posa la cuillère sur la table. « Arturo Garcia », dit-il, goûtant le nom. « Bien sûr que nous le connaissons. »« Et pourquoi personne n'a rien fait ?» demanda Carmen.
El Sapo eut un rire sec, sans humour. « Pourquoi ? Laisse-moi t'éclairer, novice. » Il se pencha sur la table. Sa voix se réduisit à un murmure complice. Arturo Garcia joue au poker tous les jeudis avec le secrétaire à la sécurité publique. Le vieux, Joaquin, avant de mourir, a financé la campagne du gouverneur. Son arrière-grand-père, Heriberto, était propriétaire de la moitié des terres sur lesquelles cette ville a été construite. Et certains juges doivent encore des faveurs à son fantôme. Ces gens ne vivent pas dans le même pays que toi et moi. Ils n'obéissent pas aux mêmes lois. Ils sont la loi. Il but son café d'un trait. Le système n'est pas conçu pour les attraper. Il est conçu pour attraper les idiots comme nous, pendant qu'ils rient depuis leur balcon. Carmen sentit le dernier vestige d'espoir s'évanouir. « Alors, il n'y a rien à faire ?» murmura-t-elle. « Officiellement, non, » répondit El Sapo. « Si j'ouvre la bouche, il me retire ma pension. Si un procureur honnête tente quelque chose, on l'envoie dans un village perdu dans la Sierra. Si un policier est trop malin, il se réveille dans un canal d'irrigation. » Il la regarda fixement. « Mais il y a une option. L'option nucléaire. Fais du bruit. Un bruit tellement fort que l'onde de choc atteigne Mexico. Que le scandale soit si énorme que le gouverneur n'aura d'autre choix que de couper des têtes pour sauver la sienne. Trouve un journaliste extérieur, un journaliste affamé qui ne doit rien à personne ici. Donne-lui tout, les dessins, l'histoire, les noms. Ce sera un suicide professionnel. Ils te traqueront, ils te détruiront. Ils diront que tu es folle, que tu es une menteuse. Mais c'est la seule balle qui te reste dans ton pistolet. Soit tu fais tout exploser, soit tu te noies dans le marécage. À toi de choisir. El Sapo se leva, laissa quelques billets sur la table et partit sans se retourner. Carmen resta seule avec l'écho de ses paroles. L'option nucléaire. Exponer Maria, Lucia, Matteo, leurs visages dans tous les journaux, leur traumatisme transformé en spectacle national. Avait-elle le droit de faire cela? La question la tourmentait. Mais l'alternative était pire. L'alternative était le silence. Et le silence était le son de la complicité. Alors qu'elle rentrait chez elle en voiture, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle répondit. « Mendoza ?» dit une voix froide. C'était Morales. « Où êtes-vous passé ?»« Des gens m'ont appelé. Des gens importants. Des gens qui ne devraient ainsi pas connaître votre nom. Que croyez-vous faire, bon sang? Vous voulez déclencher une guerre que vous ne pouvez pas gagner ?» Carmen resta silencieuse. « Je vous veux dans mon bureau demain, à 8 heures pile, » siffla Morales. « Et apportez ce foutu carnet. On va régler ça. Et vous avez tout intérêt, pour votre propre bien, à choisir le bon camp. » Il raccrocha. La menace n'était pas voilée. C'était un ordre direct. Le marécage avait cessé d'être passif. Il commençait à bouger, à contre-attaquer. Et elle était seule au milieu. Carmen ne dormit pas cette nuit-là. Elle s'assit par terre dans son appartement. La ville brillait à travers la fenêtre. 1 million de lumières, 1 million d'histoires, la plupart inconnues, silencieuses. Elle se sentait sur le fil du rasoir. D'un côté, l'ordre de Morales, la voie de l'obéissance, remettre le journal, signer sa démission, s'enfoncer dans le marécage et disparaître, survivre. De l'autre côté, l'option nucléaire du crapaud, la voie de la guerre, faire du bruit, tout brûler, une voie qui la détruirait probablement, mais qui, peut-être, juste peut-être, pourrait sauver les enfants. Elle pensa au visage de Rivas, le procureur,
son sourire faux. Elle pensa à Estella, à la Commission des droits de l'homme. Son aimable impuissance. Elle pensa à Morales, sa rage servile. Ce n'étaient pas des monstres. C'était pire. C'étaient les concierges de l'enfer. Ceux qui maintenaient le sol propre, ceux qui s'assuraient que les portes étaient bien fermées, ceux qui permettaient au mal d'opérer avec une efficacité bureaucratique. Et il se rendit compte qu'il détestait leur indifférence plus que la méchanceté active d'Arturo Garcia. Il regarda le journal de Lucia sur la table. La licorne brillante. Le mot « papa » écrit d'une main tremblante. La vérité d'une petite fille contre tout un système construit sur le mensonge. La décision se prit d'elle-même. Ou peut-être avait-elle toujours été prise. Dès l'instant où elle vit la marque sur le bras de Matteo. À 8 heures du matin, Carmen n'était pas dans le bureau de Morales. Elle était sur la route. Elle roulait vers le sud, vers Mexico. Le journal de Lucia était sur le siège passager, attaché avec la ceinture de sécurité. Comme un précieux passager. Elle n'éteignit pas son téléphone. Elle le laissa sonner. Les appels de Morales, des numéros inconnus. Chaque appel qu'elle ignorait était un petit acte de rébellion. Une brique qu'elle retirait du mur. Elle a conduit pendant des heures. L'anxiété était comme un courant électrique sous sa peau. Chaque voiture de police qu'elle voyait sur la route lui glaçait le sang. Elle s'attendait à être arrêtée à tout moment, à être sortie de la voiture, à être rattrapée par le système. Mais rien ne s'est passé. Elle est arrivée à Mexico à la tombée de la nuit. Une bête de béton et de lumière. Suivant les instructions du Sapo, elle s'est rendue à la rédaction d'un journal national. Un journal connu pour son journalisme d'investigation agressif. Elle a demandé à parler au journaliste qui lui avait été indiqué. Un homme qui se faisait appeler Léon. Il était âgé, avait les cheveux ébouriffés et portait des vêtements froissés. Il la regarda d'un œil fatigué et sceptique. Il la conduisit dans une petite salle de réunion qui sentait le café et la nicotine. « Le crapaud m'a dit que tu avais quelque chose pour moi, » dit-il. « Ça doit être bon. Ne me fais pas perdre mon temps. » Carmen ouvrit son dossier. Elle posa tout sur la table. Les rapports du DIF, la généalogie, les actes de mariage, et enfin, le journal intime de Lucia. Elle l'ouvrit à la page du dessin. Léon se pencha. Il mit ses lunettes de lecture. Il regarda le dessin pendant un long moment. Puis, il leva les yeux et regarda Carmen. Le scepticisme avait disparu de ses yeux. Il avait été remplacé par quelque chose que Carmen reconnut. La même rage froide qu'elle ressentait. « Racontez-moi tout, » dit Léon. « Depuis le début. » Carmen parle pendant 2 heures. Léon enregistra chaque mot. Quand elle eut terminé, il resta silencieux. « Avez-vous peur ?» lui demanda Léon. « Je suis terrifié, » admit Carmen. « Bien, » dit Léon. « Cela signifie que vous comprenez ce qui est en jeu. Partez d'ici. Disparaissez pendant un certain temps. Ne contacte personne. Éteins ton téléphone. Nous te retrouverons quand ce sera sûr. » Carmen lui tendit le journal. S'en séparer était comme s'arracher un morceau de peau. Elle quitta la rédaction et marcha dans la nuit de la ville. Elle se sentait légère et en même temps terriblement exposée. Elle avait lancé la bombe. Elle ne pouvait plus qu'attendre l'explosion. 1 semaine plus tard, le Mexique s'est réveillé en sursaut. Le titre occupait toute la une. Des lettres énormes, noires, comme une épitaphe. Le secret le plus sombre de San Luis Potosí. 4 générations d'inceste et d'abus dans la famille Garcia. L'histoire était un coup de poing dans l'estomac de la nation. Il y avait le dessin de Lucia,
reproduits en première page. Il y avait les noms, Heriberto, Joaquin, Arturo. Il y avait les interviews anonymes des voisins. Et il y avait le témoignage complet d'une ancienne employée du DIF qui s'était enfuie à cause des menaces. L'explosion fut dévastatrice. Le scandale a fait la une de la télévision, de la radio et des réseaux sociaux. Le nom Garcia est devenu synonyme de monstruosité. Le gouverneur de San Luis Potosí, celui-là même qui jouait au domino avec Arturo, a donné une conférence de presse d'urgence. Son visage était un masque d'indignation feinte. Il a promis une enquête jusqu'au bout. Le procureur général, le chef de Rivas, a annoncé la création d'une force spéciale pour cette affaire. Maître Morales a été suspendu de ses fonctions. La maison de Las Palmas a été encerclée par des fourgons de police et des médias. L'image d'Arturo Garcia emmené de chez lui, menotté, le visage décomposé par la surprise, a été diffusée en boucle. Il ne ressemblait pas à un patriarche puissant. Il ressemblait à un homme faible, pathétique, dont la bulle de pouvoir venait d'éclater. Carmen Mendoza a été licenciée par contumace. Le gouvernement de San Luis Potosí a publié un communiqué. Elle était accusée de vol de documents, de violation de la confidentialité et de conduite non professionnelle. Une procédure pénale a été engagée contre elle. Le système, blessé, tentait de punir celle qui l'avait dénoncée. Mais il était trop tard. La vérité était sortie. Et les enfants? Au milieu du chaos médiatique, une équipe spéciale de psychologues et de policiers les a fait sortir de la maison. Lucia, Matteo. Et aussi leur mère, qui semblait être un automate, incapable de comprendre ce qui se passait. Ils ont été emmenés dans un refuge dans une autre ville. Effacés de la carte pour les protéger. La dernière image publique de la famille n'était pas celle d'Arturo menotté. C'était une photo divulguée quelques semaines plus tard. Lucia et Matteo dans le jardin d'un refuge. Ils se tiennent la main. Lucia ne regarde plus le sol. Elle regarde l'appareil photo. Elle ne sourit pas. Mais ses yeux ne reflètent plus la peur. Il y a un vide, un espace blanc, le début d'une toile où, peut-être, un jour, on pourra à nouveau peindre quelque chose qui ressemble à l'enfance. Le silence de Las Palmas a été brisé à jamais. La maison des Garcia est restée vide, une tombe ouverte, un monument à un secret qui n'existait plus. Mais le système qui a permis à ce secret de grandir pendant 70 ans, ce système est toujours là, avec ses rouages, ses concierges et ses marécages, attendant la prochaine histoire, attendant le prochain silence. Parce que la justice n'arrive jamais toute seule. Il faut toujours aller la chercher. Et parfois, il faut tout brûler pour la trouver.